Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le confinement se déroule à merveille pour vous et votre famille à la maison. Ici Mélina, votre ostéopathe et coach aquatique. Alors je tenais à faire un tour d'horizon en cette période de confinement et venir en fait à la rencontre de certaines personnes qui viennent en fait de différents domaines. Donc aujourd'hui, on va parler d'allergies, d'asthme, surtout en cette période de confinement et en cette période de printemps où le pollen est bien présent et également par rapport à la situation actuelle, par rapport au Covid-19. On va également aborder les sujets de la prise de médication ou pas. Et enfin, on va parler donc de masques par rapport à la polémique en ce moment. Donc, pour mieux répondre à vos questions et vous apporter des éléments de réponse et des clés pour mieux vivre ce confinement, j'ai avec moi Dr Gopal Audrey, donc une de mes proches, qui va donc vous parler un peu plus d'elle, de son parcours, de ses impressions personnelles et répondre à vos questions. Bonjour à toi Audrey, comment ça va ? Bonjour, ça va plutôt bien dans cette belle journée ensoleillée. Ah, super. Alors, donc toi, tu es médecin généraliste, allergologue sur Paris. Est-ce que tu peux un peu parler de toi, de ton cursus et de ton parcours ? Oui, alors je vais aborder rapidement. Donc, j'ai effectué ma première année de médecine à La Réunion après un bac scientifique. À la suite de cela, il a fallu effectivement poursuivre les années supérieures à la faculté de Bordeaux. Qui était imposée à l'époque. Par la suite, ayant validé mon internat en médecine générale, j'ai dû choisir de l'effectuer en fait sur Paris. À la suite de mon internat de médecine et après avoir validé ma thèse de médecine générale, j'ai décidé de poursuivre mon parcours vers une spécialité qui me tenait à cœur, pour laquelle j'ai vraiment eu un véritable coup de cœur, et c'était l'allergologie. Donc, j'ai effectué 2 années supplémentaires avec des stages supplémentaires pour valider du coup mon diplôme d'allergologue. Bon, me voilà maintenant exerçant en tant que remplaçant dans des cabinets médicaux se situant dans le 11e et 12e arrondissement de Paris en tant qu'allergologue remplaçante. Par rapport au confinement actuel, comment est-ce que tu te sens ? Par rapport à cette situation donc, qui est quand même exceptionnelle et qui est mondiale, d'autant plus, toi, en tant que citoyenne française et réunionnaise, donc qui est un peu loin de sa famille, comment tu te sens ? Comment tu vis un peu cette situation ? Alors, tout d'abord, ce confinement a été un grand bouleversement sur le plan professionnel, puisque ça a été une mise en chômage obligée avec un arrêt brutal de nos activités libérales. Effectivement, en tant qu'allergologue, nous ne gérons pas forcément des urgences. Ça a été également un stress important lié au début du confinement, lié à l'information véhiculée par les ressources médicales et scientifiques et les ressources que pouvaient avoir accès les personnes n'étant pas dans le domaine médical. D'un côté, on avait, nous les médecins, face à une situation de gravité extrême, mal véhiculée par les médias, minimisée, comme on avait vu au début du confinement, la veille du confinement, les gens étaient encore sur les quais à prendre du soleil. Et pourtant, nous voyons effectivement les statistiques extrêmement angoissantes de décès, de mortalité, des études chinoises encore faiblement publiées. Donc, bien heureusement, la mise en confinement strict a été vite appliquée et la prise de conscience a été rapidement réalisée. Ça a été également un stress très important lié à l'impuissance en tant que médecin. Le surmenage du personnel médiatique a été extrêmement médiatisé. Donc, moi, confinée chez moi en tant qu'allergologue et ancienne médecin généraliste, j'avais énormément de culpabilité vis-à-vis de cette situation qui était quand même extrêmement angoissante. Voilà. Sur le plan personnel, effectivement, il y a eu pas mal de bouleversements. Tout d'abord, je suis quelqu'un qui est extrêmement actif. J'ai une activité sociale extrêmement développée en dehors du travail. Je sors tout le temps, tous les week-ends, le soir, comme tous les jeunes de mon âge. Je ne suis pas que médecin. Sur le plan personnel, ça a été réellement difficile à gérer, notamment lié à la distance familiale. Oui.
D'une part, parce que la famille, la plupart des membres de ma famille se situent donc sur l'île de la Réunion, si vous connaissez. Et d'autre part, parce que en tant que médecin, vivre une énième fois une situation d'extrême urgence à distance, c'est difficile puisqu'on n'est jamais là au bon moment pour agir et combattre. Oui. Ça peut être très difficile de vivre comme ça. C'est assez frustrante en tant que médecin de ne pas pouvoir agir sur son île et sachant que c'est quelque chose qui est assez récurrent depuis le début de mon internat. Je ne suis jamais disponible pour mes proches et pour mon île. Oui, parce que c'est vrai que c'est important quand même qu'on signale que étant à distance, c'est pas forcément facile pour nous et on a vraiment une très très grosse pensée donc pour nos proches et face à la situation actuelle. Donc, par rapport justement aux allergies, donc là, le printemps, comme on l'a dit tout à l'heure, est vraiment présent. Donc, le pollen commence vraiment à faire surface, surtout ici en France. Et la situation actuelle par rapport au Covid, ça peut justement alarmer un peu les personnes un peu asthmatiques, allergiques, enfin surtout là, allergiques. Qu'est-ce que là, par rapport au pic, comment en fait on pourrait donc appréhender ce pic de pollen et face aux allergies? Alors, effectivement, avec les mesures de confinement strict installées, les personnes allergiques le restent toujours, voire pour certains, pour ceux qui sont allergiques aux acariens ou ceux qui sont allergiques aux animaux domestiques, chats, chiens, peuvent constater que leur allergie se majore en période de confinement. Tout d'abord, il est très simple. Il y a des mesures très très simples, non médicamenteuses à appliquer régulièrement, à savoir le ménage, aspirer régulièrement de manière hebdomadaire avec un aspirateur avec filtre. Tout ce qui est tapis, moquette à bannir, laver les draps à 60 degrés. Et pour ceux qui sont allergiques aux animaux domestiques, il serait préférable de préserver l'espace nuit, des poils, de tout ce qui pourrait engendrer éventuellement la persistance des symptômes allergiques, à savoir même l'asthme. Pour ceux qui ont un asthme persistant, malgré ces mesures bien appliquées, je pourrais vous conseiller de prêter votre chat ou votre chien à des proches durant la période de confinement, si cela est encore possible. Ok, donc n'hésitez pas à faire garder votre animal de compagnie si vraiment vous êtes très très allergique. Une dernière mesure qui est très importante, donc il faut aérer. Alors pour ceux qui sont allergiques au pollen, il est préférable d'aérer avant 8 heures et puis après 22 heures, puisque les pollens en fait vont apparaître au fil de la journée avec l'ensoleillement. Donc il faut aérer absolument pour l'allergie aux acariens et aussi précocement et tardivement dans la journée. C'est super important. Très bien, donc aérez bien chez vous, surtout dans les espaces un peu confinés, sachant que là en plus on est confiné, donc n'hésitez pas à vraiment aérer chez vous. Donc là on a parlé vraiment donc des allergies et qu'est-ce qu'il en est justement des asthmatiques? Parce que donc le virus, on sait qu'il provoque pas mal de difficultés respiratoires, entre autres, parce qu'il y a d'autres symptômes bien évidemment. Et là, les gens qui sont vulnérables au niveau, donc qui sont très fragiles au niveau pulmonaire, qu'est-ce que on pourrait leur dire là en ce moment? Alors, dans cette période, il est encore plus important de garder les mêmes habitudes vis-à-vis des crises d'asthme et des exacerbations d'asthme. Il y a eu un communiqué de différentes recommandations de la Société française de pneumologie, d'allergologie, de l'association asthme et allergique, qui effectivement préconisent de poursuivre ces traitements, que ce soit contre l'allergie ou l'asthme. Les gens allergiques et asthmatiques sont effectivement des personnes à risque de développer une infection virale en temps normal et encore plus dans le cadre du Covid avec des complications majeures liées à l'asthme, notamment liées à un asthme instable, donc maltraité. Et puis, ça augmente tout simplement le risque d'hospitalisation. Donc, on risque de consulter aux urgences. Donc, on risque de se contaminer et surtout de surcharger les services qui sont déjà bien occupés. À savoir également que dans le cadre du virus, les muqueuses en fait sont enflées par les pollens ou votre allergie. Donc le virus, il a plus de chances de s'accrocher aux muqueuses nasales et ensuite de se répliquer. Et donc voilà pourquoi il faudrait prendre encore de manière plus drastique vos traitements antihistaminiques et l'asthme, anti-asthmatiques, pardon.
Alors donc, quand on est donc bien sûr donc sujette à l'asthme, à l'allergie, donc il faut quand même prendre ces médicaments. Mais par exemple, pour ceux qui ont d'autres donc symptômes, qui ont d'autres maladies connues, comment justement appréhender la médication? Parce que donc en ce moment dans les médias, donc on entend vraiment là par rapport à la médication qu'il faut faire vraiment attention à certains médicaments. Donc, as-tu donc là des conseils à nous donner? Qu'est-ce qui est recommandé? Parce que moi, je sais, là, par exemple, moi, j'ai des douleurs vraiment de règles assez intenses. Et pour soulager ces douleurs, je suis susceptible souvent de prendre des anti-inflammatoires. Effectivement, donc l'alerte a été donnée par les autorités sanitaires concernant la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, à savoir ibuprofène, Nurofen, Advil, tous ces noms que vous entendez, notamment l'Antadis, qui est un médicament très utilisé pour le syndrome prémenstruel chez la femme, donc douleur des règles. Il faut faire très attention à cela parce qu'elle a été démontrée scientifiquement. Il y a fortement un lien entre les cas graves, voire certains décès, et chez les adolescents notamment, liés à la prise d'anti-inflammatoires. Donc attention à éviter, notamment aussi les corticoïdes. Donc, les asthmatiques le connaissent plus souvent, les corticoïdes, donc Soluprède, Célestène pour les enfants. Ce sont des médicaments habituellement prescrits dans les crises d'asthme persistantes, un peu graves, modérées à sévères. Je vous conseille de ne pas les prendre sans avis médical, sans l'avis d'un médecin qui vous interrogera et vous examinera. N'oubliez pas qu'il y a des téléconsultations accessibles par les plateformes très connues les rendez-vous peuvent être pris 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, attention à l'automédication. Les corticoïdes inhalés dans le cadre de l'asthme n'ont pas été identifiés comme des facteurs de risque par rapport à l'infection du Covid, puisque ce sont des corticoïdes inhalés avec une action locale sur les bronches. Il n'y a donc pas de passage sanguin. Faites vraiment donc attention justement à la prise de certains médicaments. Donc, et n'hésitez pas aussi à aller regarder justement ma vidéo si vous avez des règles douloureuses où je vous donne vraiment des conseils et astuces pour y remédier à ça temporairement, surtout là en cette période. Et du coup, donc, est-ce que tu pourrais un peu me dire comment en fait on fait pour faire la différence entre si on est en train de faire une crise d'allergie ou d'asthme, plutôt allergie, on va dire, et le Covid, les symptômes du coup du Covid. Comment faire la différence? Alors, c'est une très bonne question, car effectivement, dans l'allergie au pollen, aux acariens, on va avoir le nez qui coule, on tousse. Effectivement, le Covid peut donner l'écoulement nasal, et surtout, c'est très connu pour donner de fortes toux durant les premiers jours des symptômes. Mais cependant, lorsqu'on fait une crise d'allergie, certes, on a une fatigue générale, mais nous n'avons pas de fièvre. Hein. Donc, il est important de prendre sa température. Encore une fois, la fièvre, ce n'est pas une sensation. On prend une température, elle est supérieure à 38 degrés. Si on le prend en axillaire, on rajoute 0,5 degrés. Si on le prend au niveau buccal, c'est la température qui s'affiche. Par la suite, comme on dit, cette sensation de grippe, comme si on avait des douleurs, des courbatures partout dans le corps, ce n'est pas une allergie. L'allergie donne une fatigue, mais ne donne pas de douleur, de courbatures, de douleurs profondes musculaires. Donc voilà, effectivement, à savoir, des fois, il est même très difficile de séparer, de pouvoir poser le diagnostic. Ce n'est pas votre rôle. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à faire recours aux téléconsultations. Énormément de médecins disponibles de chez eux qui travaillent même jour et nuit des fois et les week-ends pour pouvoir répondre à vos questions. Et voilà. Super. Donc la téléconsultation donc est donc possible, même que avec les plateformes qui sont maintenant très intuitives et très faciles d'accès. Vous avez la possibilité d'être en direct avec justement votre médecin, ou alors avec votre ostéopathe, parce que moi aussi également, je vous propose de la vidéoconsultation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On n'a pas parlé aussi de quelque chose, Audrey. Tu es donc bénévole aussi donc à l'hôpital, donc tu prêtes vraiment main forte là en ce moment. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça? Oui, effectivement, lors des premiers jours du confinement et afin de gérer mon inactivité et mon hyperactivité, voilà, donc j'ai essayé de mettre tout en œuvre pour
participer à la lutte contre le Covid. Tout d'abord en essayant tout simplement d'arrêter nos rendez-vous, nos consultations physiques. En deuxième temps, de mettre en place les téléconsultations pour donner un coup de main à tous les médecins avec des consultations spéciales Covid. Et puis, travaillant dans un hôpital parallèlement qui est en énorme besoin, j'ai décidé de participer de manière bénévole aux consultations spéciales Covid aux urgences. On n'en parle pas forcément de ce bénévole-là, de cet engouement vis-à-vis des médecins, du personnel soignant. Et ça, c'est très, très important d'insister là-dessus parce que grâce à vous, on va sortir vite de cette situation et on l'espère. Effectivement, il y a énormément de plateformes, notamment qui a été centralisée via des applications pour que les médecins et pas seulement les infirmiers, les aides-soignants, les brancardés se portent volontaires. Ils sont ensuite dispatchés dans les différents territoires à proximité de chez eux. Donc, il y a une possibilité folle et ces plateformes ont été vite saturées. Cependant, il manque énormément de besoins pour les infirmières, les aides-soignants qui sont souvent un peu mis à l'écart. On n'en parle pas trop, mais les aides-soignants sont là. Ils œuvrent assez activement dans la lutte contre le Covid. Faut vraiment pas oublier donc ces personnes en fait qui sont vraiment autour des médecins et qui les encouragent et qui sont là aussi pour tous les habitants, pour nous tous. Maintenant, venons au sujet des masques, qui est vraiment donc au cœur des discussions en ce moment. Qu'est-ce que du coup tu pourrais nous dire par rapport à ça? Est-ce que c'est indispensable de porter un masque voilà, si on doit en porter, quel geste il faudrait donc avoir pour éviter de se contaminer? Alors, effectivement, le masque, on entend parler toute la journée. Il en manque, même pour le personnel médical. Je vous passe le débat sur la pénurie des masques. Tout d'abord, petit récapitulatif, on a deux types de masques. On a le masque chirurgical, très connu, celui-là, tac, et le masque FFP2 en bec de canard. Lequel faut-il utiliser? Bon, le masque chirurgical, c'est celui qui est le plus accessible, en tout cas dans la plupart des pays, en dehors de l'épidémie notamment. C'est celui qui coûte le moins cher et celui qu'en plus on peut fabriquer soi-même selon un protocole qui a été proposé par le CHU de Grenoble. Ce masque vous permet de protéger les autres. Donc, c'est dans ce sens que vous allez protéger les personnes autour de vous, mais vous n'êtes pas protégé du virus. Celui qui va vous protéger du virus, c'est le masque en bec de canard, FFP2 ou N95. Celui-là, il est quand même beaucoup plus épais. Il n'est pas facile d'inspirer et d'expirer à l'intérieur. On a même une sensation d'étouffement au bout de quelques heures. Il n'est pas donné et puis quasiment introuvable. Même moi, en tant que personnel de santé, ça fait 1 mois que je suis à la recherche d'un masque FFP2 désespérément. Donc, je vous conseille l'idéal, et ça c'est mon avis de médecin et personnel, même si vous entendez d'autres informations dans les médias, ce serait que tout le monde porte le masque chirurgical pour une protection collective, tout simplement. Je protège mon voisin me protège et voilà, tout est simple. Donc, n'hésitez pas à vous fabriquer vous-même vos masques selon le protocole du CHU de Grenoble. Vous tapez masque CHU Grenoble, vous allez avoir l'information, c'est à base de melotons, donc en double couche ou en triple couche et c'est tout à fait adapté. Ok, très bien. Donc, on peut donc fabriquer les masques chez nous. Ça, c'est important et c'est des choses qui en plus, du coup, ce sont des masques lavables qu'on pourrait réutiliser ou pas? Tout à fait. Alors, le masque, pour détruire le virus, il faut le monter quand même à haute température, au-dessus de 60 degrés. 60 degrés étant déjà quelque chose d'assez puissant puisque le virus est un virus encapsulé avec une couche graisseuse facilement destructible par que ce soit du vinaigre blanc, de la chaleur, de l'alcool. D'ailleurs, je voulais revenir sur l'utilisation des masques. On entend souvent dire que ça sert à rien, les citoyens ne savent pas l'utiliser. C'est vrai. Le masque, il faut savoir que le côté bleu, c'est le côté extérieur. Le côté blanc, c'est le côté qui est face à nous. Donc, nous, on n'a pas le virus. Il faut s'en protéger et le côté extérieur est sale. En fin de journée ou quand vous avez faim, vous en avez marre de le porter. Lorsque vous le touchez pour l'abaisser, on voit souvent les gens le mettre sous le menton. Ça y est, vous avez contaminé votre masque, déjà en ayant les mains sales, plein de virus. Vous avez touché votre masque et la partie blanche, notamment pour le mettre en dessous du menton. Donc, c'est terminé. Vous êtes autocontaminé.
Par la suite, en le remettant, tout simplement, ça a touché des zones déjà atteintes et contaminées par le virus, donc vous auto-inoculez, ce qui est extrêmement dommage. Ok, très bien. Donc, de faire vraiment attention quand on doit enlever le masque. Donc, il faut, pareil, si vous touchez votre masque, désinfectez-vous les mains avant, avec du gel hydroalcoolique en tout cas, si vous en avez, ou juste laver les mains avec bien évidemment bien passer entre les interstices, bien se laver les pouces, les bouts des doigts parce par exemple, sous les ongles, hein, il y a souvent beaucoup de germes. Les germes viennent beaucoup se mettre là sous les ongles. Donc, lavez-vous régulièrement les mains. De toute façon, on vous le dit assez souvent dans les médias. Donc, là, pour résumer un petit peu notre échange, qui a été très intéressant et avec beaucoup d'informations, qu'est-ce que là, 4 conseils, 4 astuces vraiment qu'on pourrait retenir pour améliorer le quotidien vraiment des personnes asthmatiques ou allergiques? Alors, tout d'abord, ce sont les mesures barrières. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, se laver les mains à l'eau et au savon ou se désinfecter les mains, voir si vous pouvez porter les masques. Bien sûr, respecter les règles du confinement. On ne le fait pas pour rien. Je vous rappelle que c'est un virus extrêmement contagieux. Voilà. De deux, continuer les traitements anti-allergiques et anti-asthmatiques dans ce contexte de Covid. Vous avez tout à y gagner. Respecter les évictions d'automédication par les anti-inflammatoires et les corticoïdes. Voilà. Et en quatrième, en cas de questions sur vos traitements, vos symptômes, n'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès d'un médecin. Nous sommes disponibles. Il y a les plateformes de téléconsultation qui sont très nombreuses. Il y a des médecins qui sont en attente d'avoir des rendez-vous, qui ont énormément de disponibilité. C'est mon cas. Voilà. Donc, en tant que femme réunionnaise, noire, médecin, quel message aimerais-tu faire passer aux jeunes, aux femmes, aux Réunionnais, entre autres, et à tout ce petit monde-là qui nous regarde actuellement? Alors, tout d'abord, ne pas se limiter à son entourage, se trouver une passion, ne pas se limiter aux clichés, aux stéréotypes, sortir de sa zone de confort et se donner les moyens. Ne jamais rendre la société ou les autres responsables de ses faiblesses, toujours se remettre en cause et retrouver les solutions et se donner les moyens d'y arriver. Je n'avais aucun exemple de médecin dans ma famille. On n'avait pas forcément les moyens pour payer les cours de soutien parallèlement. Bien évidemment, grâce au système banquier qui quand même permettent des solutions accessibles à la classe moyenne, mes parents ont pu financer des petits cours de soutien afin de pallier au point de faiblesse. Mais ne pas s'arrêter à là et surtout la ténacité et la régularité. Ouais, donc il faut persévérer et que tout est possible. Donc n'hésitez pas à vraiment aller de l'avant, à aller vraiment au bout de vos rêves. Ça, c'est très important. C'est vraiment un message que là, on aimerait donc vous faire passer. Vous qui nous regardez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, restez bien confinés chez vous. C'est vraiment la seule chose à faire en ce moment pour sortir au plus vite de cette situation. Donc, d'autres interviews seront bientôt disponibles. Restez bien attentifs pour être au courant de leur mise en publication, de leur mise en ligne. Je vous dis à très vite. Merci à toi, Audrey, pour avoir répondu présente à cette conférence, à cette interview. On vous dit à très vite. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.